Ma femme a laissé un mot sur le plan de travail de la cuisine. J'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Je l'ai lu 2 fois avant que les mots ne s'impriment vraiment dans mon esprit. Le marbre sous mes doigts me paraissait plus froid qu'il n'aurait dû. Ma poitrine s'est serrée, pas de colère, du moins pas au début, mais par la réalisation silencieuse que quelque chose d'irréversible venait de se produire. La maison était verrouillée derrière moi. Le code de l'alarme avait été changé. La clé de ma voiture n'ouvrait plus le portail du garage. Et à l'étage, derrière les fins rideaux blancs, je pouvais voir sa silhouette qui m'observait pour s'assurer que j'avais bien compris. Au dos de ce mot, j'ai écrit 3 mots. 3 heures plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. Je rentrais tout juste de chez mon cardiologue quand j'avais trouvé le mot. Le vent de fin octobre transperçait mon manteau alors que je remontais l'allée, les feuilles de platane crissant sur le goudron comme des os desséchés. Je me souviens avoir pensé à quel point la maison semblait paisible de l'extérieur. Des lumières chaleureuses brillaient à travers les fenêtres, de la fumée s'échappait de la cheminée, le genre de demeure devant laquelle les gens ralentissent pour l'admirer. J'avais tapé le code de la porte d'entrée. Lumière rouge. Accès refusé. J'avais froncé les sourcils et réessayé, plus lentement cette fois, mon doigt stable malgré le tremblement résiduel du léger AVC que j'avais subi 6 mois plus tôt. Lumière rouge. Je suis resté là un instant, fixant le clavier numérique comme s'il m'avait personnellement trahi. Ensuite, j'ai essayé le garage. Rien. Le déclic du mécanisme était absent, juste le silence. C'est là que j'ai remarqué le mot à travers le panneau de verre à côté de la porte. Il était posé sur l'îlot central, maintenu par un presse-papier en cristal que nous avions acheté lors de notre voyage d'anniversaire de mariage à Saint-Malo. J'ai contourné la maison jusqu'à la terrasse arrière où les baies vitrées n'étaient pas verrouillées. Elle n'y avait pas pensé. Pas encore. La cuisine sentait légèrement le romarin et le beurre aillé. Elle avait cuisiné un peu plus tôt. Le lave-vaisselle ronronnait doucement. Tout semblait d'une normalité troublante, à l'exception du mot. J'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Aucune explication, aucune signature, juste une rupture nette. Je suis resté planté là plus longtemps que je ne veux bien l'admettre. Non pas parce que j'étais sous le choc. Le choc est bruyant. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus glacial. À l'étage, j'ai entendu un plancher grincer. Isabelle, ai-je appelé. Elle est apparue en haut de l'escalier, encadrée par la douce lumière du lustre, parfaitement maîtresse d'elle-même, les cheveux relevés, vêtue d'un chemisier en soie. La même femme que j'avais épousée il y a 17 ans, juste un peu plus dure dans ses traits. Tu l'as trouvé, dit-elle. Trouvé quoi? Le message. J'ai baissé les yeux vers le papier à nouveau. La maison est vendue. Oui. Tu ne peux pas vendre la maison sans ma signature. Elle a eu un petit sourire fatigué. Je n'en ai pas besoin. Le vent faisait vibrer les fenêtres. Quelque part dehors, un chien a aboyé. Isabelle, ai-je dit prudemment, en gardant une voix neutre. De quoi parles-tu? Je te parle de la réalité, Jean-Marc. Elle est descendue à mi-chemin des escaliers, s'arrêtant à une distance de sécurité. Tu as eu un AVC. Tu as du mal à gérer tes médicaments sans rappel. Tu oublies tes rendez-vous. Tu dors la moitié de la journée. Je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. Je suis en convalescence. Tu déclines. Le mot est resté suspendu entre nous. Nous avons accepté une offre d'achat comptant, a-elle continué. La signature chez le notaire est demain. Les acheteurs veulent une jouissance immédiate des lieux. Tu n'as pas l'autorité pour transférer le titre de propriété. J'ai une procuration générale, dit-elle, le ton devenant plus tranchant. Tu l'as signé. Tu te souviens? Je m'en souvenais effectivement. Après l'AVC, alors que j'étais encore dans le brouillard et simplement reconnaissant d'être en vie, elle avait insisté sur le fait que ce n'était que temporaire. Au cas où quelque chose arriverait, avait-elle dit, au cas où tu ne pourrais pas parler pour toi-même, j'avais signé. Mais je savais aussi exactement ce que ce document permettait et ce qu'il ne permettait pas. Tu penses que je suis un fardeau? Ai-je dit doucement. Sa mâchoire s'est contractée. Je pense que je mérite de la stabilité. Voilà,
le mot était lâché. Pas du chagrin, pas de la peur. Du calcul. Qui est l'acheteur? Ai-je demandé. Ça ne te regarde pas. Et où suis-je censé aller? Elle a haussé les épaules légèrement. Tu as des placements financiers. Tu te débrouilleras. J'ai étudié son visage. Il y avait quelque chose derrière ses yeux que je n'avais pas remarqué auparavant. De l'urgence, presque de la panique. Ça n'avait rien à voir avec ma santé. C'était à propos d'autre chose. Je suis retourné vers le plan de travail et j'ai ramassé le mot. Le papier était épais, du papier à lettres hors de prix. Elle avait pris le temps de le choisir. Je l'ai retourné. Sur la face blanche, j'ai écrit 3 mots. Vérifie encore une fois. J'ai reposé le mot exactement là où elle l'avait laissé. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle demandé. Tu verras. Je suis sorti par la porte de derrière sans ajouter un mot. L'air à l'extérieur me paraissait plus vif maintenant, plus pur. Mon cœur battait régulièrement dans ma poitrine, plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Je n'ai pas conduit jusqu'à un hôtel. J'ai conduit vers le centre de Paris. Au moment où je suis arrivé au cabinet de mon avocate, je savais déjà ce que j'allais trouver. À 17h42, mon téléphone a vibré pour la première fois. Isabelle. Je l'ai laissé sonner. À 17h47, il a vibré à nouveau, puis encore, et encore. À 20h, j'avais 12 appels en absence et 3 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Au lieu de cela, j'étais assis dans le bureau de mon avocate, en train d'examiner les registres de la publicité foncière sur l'écran de son ordinateur. L'acte de cession avait été déposé ce matin-là. Il portait mon nom, ma prétendue signature, sauf que ce n'était pas la mienne. Et plus important encore, la maison ne m'appartenait pas en nom propre pour que je puisse la céder. Ce n'était plus le cas depuis 12 ans. Quand je suis finalement sorti dans l'air froid de la nuit, mon téléphone a vibré à nouveau. 17 appels manqués. Je l'ai posé face contre le siège passager. Elle pensait m'avoir retiré de l'échiquier. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de commettre sa première erreur. Et demain, lors de la signature, elle s'apprêtait à commettre sa dernière. À 6h30 le lendemain matin, mon téléphone affichait 23 appels manqués. Je n'avais pas beaucoup dormi, non pas parce que j'étais bouleversé, mais parce que mon esprit fonctionnait à plein régime. J'ai passé 35 ans dans la planification patrimoniale et la structuration d'actifs commerciaux. Quand quelque chose n'a pas de sens, je ne panique pas. J'en retrace l'origine. Isabelle n'avait pas vendu la maison parce qu'elle pensait que je déclinais. Elle l'avait vendue parce qu'elle était désespérée. J'étais assis en face de Maître Claire Dupont à 7h12 du matin. Claire est mon avocate depuis 14 ans. Brillante, méthodique, au début de la quarantaine, le genre de femme qui n'élève jamais la voix parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle a fait glisser le dossier du registre foncier sur son bureau. Elle a déposé un acte de cession hier à 9h03. Elle a utilisé la procuration que vous avez signée en mars. Et, a dit Claire en retirant ses lunettes, elle a supposé que vous possédiez la propriété à titre personnel. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Il y a 12 ans, bien avant qu'Isabelle ne commence à redécorer la maison dans des tons de blanc et de gris, j'ai transféré la propriété dans une SCI, une société civile immobilière familiale de protection des actifs. C'était irrévocable. J'en étais l'unique gérant. La structure des bénéficiaires était stratifiée, limpide, légale et protégée. Isabelle ne s'était jamais souciée de la mécanique juridique. Elle aimait les résultats, pas la paperasse. Elle ne peut pas transférer ce que vous ne possédez pas, a continué Claire. C'est la SCI qui en est propriétaire. La procuration lui donne autorité sur vous, pas sur la société civile. Est-ce que le cabinet de notaire l'a signalé? Claire a esquissé un mince sourire. Ils vont le faire. Je me suis adossé dans le fauteuil en cuir et j'ai expiré lentement. La signature de l'acte authentique est prévue à 10h, a-t-elle dit. Au cabinet le maire est associé dans le 8e arrondissement. Des acheteurs payent en comptant. Oui, un jeune médecin et sa femme. Ils ont viré l'indemnité d'immobilisation la semaine dernière. Cela expliquait l'urgence. Qui la représente? Ai-je demandé. Jean-Marc, ça ne va pas vous plaire.
ça ne me plaisait déjà pas. C'est une petite agence, un homme du nom de Laurent Mercier. J'ai fixé ce nom. Je l'avais déjà vu. 3 mois plus tôt, j'étais entré dans notre garage tard le soir et j'avais trouvé Isabelle riant au téléphone. Quand elle m'avait vu, elle avait dit que c'était juste un ami promoteur immobilier. Laurent Mercier, la quarantaine, un opportuniste de l'immobilier aux belles paroles, surendetté. Sortez ses bilans d'entreprise, ai-je dit. Claire n'a pas hésité. Elle a tourné son écran vers moi et a commencé à taper. En quelques minutes, un réseau de sociétés à responsabilité limitée est apparu. La moitié d'entre elles étaient dissoutes. Plusieurs poursuites judiciaires en cours. 2 saisies. Un problème de liquidité, a-t-elle murmuré. Un problème massif, même. Mon téléphone a vibré à nouveau. Isabelle. Je l'ai mis sous silence. Claire, ai-je dit doucement. Vérifiez nos lignes de crédit communes. Elle a fait une pause puis a accédé à un autre portail sécurisé. Son expression a changé. Jean-Marc, à quel point est-ce grave? Le crédit renouvelable adossé à la maison est au maximum. 2 lignes de crédit personnel ont été tirées presque jusqu'à la limite. Il y a aussi une demande de virement en attente depuis votre compte d'investissement. Elle a utilisé une authentification web pour initier le transfert, a continué Claire, mais la banque l'a bloqué pour vérification. Ils vous ont appelé hier. J'étais en cardiologie. Oui. Et elle a supposé que je ne le remarquerais pas. Claire a croisé les mains. Elle vous a sous-estimé. Sous-estimer coûte cher. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre surplombant la Seine. Le soleil du matin se reflétait sur les tours de verre comme sur des lames. Elle pense que la vente de la maison couvre tout, ai-je dit. De l'argent liquide rapide, une prise de possession immédiate, une sortie propre et une délocalisation, a ajouté Claire. Il y a une adresse de réexpédition enregistrée à la poste. Où? Marrakech. Évidemment. Le soleil, un nouveau départ. Fini les hivers gris et froids parisiens. Elle part. Claire a dit qu'elle pense pouvoir le faire. À 8h41, mon téléphone a vibré à nouveau. 31 appels manqués. J'ai finalement écouté un message vocal. Jean-Marc, la voix d'Isabelle tremblait, pas de chagrin, mais de tension. Pourquoi l'étude notariale vient-elle de m'appeler? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai supprimé le message. Claire, ai-je dit en me retournant vers son bureau, si elle tente de finaliser la vente malgré la structure de la SCI, que se passe-t-il? Elle s'expose à des poursuites pour fraude. Fraude bancaire plus précisément, si les fonds circulent sous de fausses déclarations, et abus de procuration. Manquement à l'obligation fiduciaire. Exploitation financière potentielle. Du pénal. Si on lance les poursuites, j'ai hoché la tête une fois. Notifier formellement le cabinet de notaire. Envoyer des copies certifiées des statuts de la SCI. Déposer un avis de litige auprès de la conservation des hypothèques. Et rédiger une requête pour une ordonnance de protection temporaire. Le regard de Claire s'est aiguisé. Vous ne vous arrêtez pas à bloquer la signature. Non. Que prévoyez-vous? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai glissé la main dans ma veste et j'en ai sorti une fine enveloppe. À l'intérieur se trouvait un titre de créance. J'avais engagé un expert comptable judiciaire il y a 3 semaines, discrètement. Quelque chose dans les dépenses d'Isabelle ne collait pas. Laurent Mercier avait contracté un crédit relais privé 6 mois plus tôt. 500 000 €, taux d'intérêt élevé, court terme, aucune garantie personnelle. Il coulait. Et hier matin, par l'intermédiaire d'un tiers, j'ai racheté cette dette. Elle ne le sait pas, a demandé Claire doucement. Non. Et lui? Pas encore. Claire s'est adossée lentement. Donc, à 10h, elle croit qu'elle finalise la vente d'une maison qu'elle ne possède pas légalement pour rembourser une dette qui vous appartient désormais. Oui. Elle m'a observé attentivement. Ce n'est pas de la vengeance, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. C'est une correction. À 9h15, nous sommes partis pour le cabinet Lemaire et Associés. Mon téléphone a vibré à nouveau. 37 appels manqués. Je l'ai posé face vers le bas.
Qu'elle ressente le silence. Au moment où nous sommes entrés dans le hall à 9h58, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'étais lucide. Isabelle avait écrit son mot en lettres capitales, mais elle n'avait pas lu les petits caractères. Et à 10 heures précises, elle s'apprêtait à le faire. À 9h59, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le 42e étage. Le maire et associés croyaient en l'intimidation par l'architecture. Des baies vitrées du sol au plafond, du noyer poli, une banque d'accueil taillée dans un seul bloc de marbre. Le genre d'endroit où les gens signaient des documents qui changeaient leur vie en essayant de ne pas avoir l'air nerveux. Claire marchait à mes côtés, ses talons frappant le sol avec une précision silencieuse. Deux hommes suivaient à une distance mesurée, en vêtements civils, les expressions neutres. Les officiers Martin et Dubois. Ils ressemblaient à des cadres d'entreprise. Ils ne l'étaient pas. À travers les parois de verre de la salle de conférence B, j'ai vu Isabelle. Elle était assise bien droite à l'extrémité d'une longue table, vêtue de soie bleu marine, la posture parfaite. À sa droite était assis Laurent Mercier, immaculé dans un costume gris sur mesure, adossé avec une aisance artificielle. En face d'eux, un jeune couple, la petite trentaine. Le mari avait la posture d'un médecin, la colonne droite, le regard attentif. Sa femme tenait un porte-document en cuir des deux mains comme quelque chose de sacré. Entre eux, sur la table, reposait un chèque de banque. L'air à l'intérieur de cette pièce était lourd d'anticipation. Claire s'est arrêtée à côté de moi. Prêt ? Je suis prêt depuis longtemps. À 10h03 exactement, j'ai ouvert la porte. La pièce est devenue silencieuse. Le visage d'Isabelle s'est vidé de ses couleurs si vite que c'en était presque clinique. Pendant une demi-seconde, elle a eu l'air d'avoir vu une apparition. Jean-Marc, a-t-elle dit en se levant à moitié. Le jeune couple s'est retourné sur ses chaises. La confusion a traversé leur visage. La mâchoire de Laurent s'est contractée. Il a vite repris contenance, lissant sa cravate. Eh bien, a-t-il dit d'un ton léger, regardez qui a décidé de pointer le bout de son nez. Je suis passé devant lui sans prêter attention à sa remarque et j'ai pris la chaise vide en bout de table. Bonjour, ai-je dit calmement. Je suis Jean-Marc Henderson. Le médecin a hoché la tête prudemment. On nous avait dit que vous ne pourriez pas être présent. Je suis tout à fait en état de l'être. Le clerc de notaire, un homme mince nommé Maître Moreau, s'est raclé la gorge. Monsieur Henderson, nous nous préparions justement à finaliser les signatures. J'en suis conscient. La voix d'Isabelle est devenue stridente. Jean-Marc, qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as aucune raison d'être ici. Je possède la propriété. Un frisson a parcouru la pièce. Les doigts d'Isabelle se sont resserrés autour de son stylo. Ce n'est pas le cas, j'ai une procuration générale. Claire s'est avancée et a posé un épais dossier sur la table avec un bruit sourd et délibéré. Une procuration générale, a-t-elle dit d'un ton égal, n'accorde pas d'autorité sur les actifs détenus dans une société civile immobilière irrévocable. Moreau a cligné des yeux. Je vous demande pardon? Claire a ouvert le dossier et a fait glisser une copie certifiée des statuts de la SCI familiale sur la table. La propriété située au 14 allée des Peupliers a été transférée dans cette SCI il y a 12 ans. Monsieur Henderson en est le gérant statutaire. La société est le propriétaire légal. Moreau a levé les yeux du document vers Isabelle. Madame Henderson. Le sang-froid d'Isabelle s'est brisé. C'est impossible, l'acte de cession déposé hier. Claire l'a interrompu doucement, a été exécuté sous l'hypothèse d'une propriété individuelle. Cette hypothèse était erronée. Laurent s'est penché en avant, la voix suave mais tendue. Ne compliquons pas les choses à l'excès. La procuration l'autorise à agir en son nom. En son nom personnel, a répété Claire. Pas au nom de la SCI. Silence. Le médecin de l'autre côté de la table a lentement retiré sa main du chèque. Que êtes-vous en train de dire exactement? A-t-il demandé. Je dis, ai-je répondu doucement en croisant son regard, que cette maison n'est pas à vendre. Isabelle s'est tournée vers moi comme si je l'avais frappée. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Sa respiration s'est accélérée. Jean-Marc, c'est humiliant. Ça aurait été bien pire si la vente était allée jusqu'au bout.
Moreau s'est levé brusquement. Nous devons suspendre cette transaction immédiatement. Je ne procède pas tant que la propriété n'est pas vérifiée. La femme du médecin s'est penchée vers son mari, lui chuchotant quelque chose d'urgent. Il a hoché la tête et a soigneusement fait glisser le chèque de banque dans son porte-documents. L'assurance de Laurent s'est dissoute. Une perle de sueur est apparue sur sa tempe. Jean-Marc, a-t-il dit à mi-voix, nous avions un accord tacite. Non, ai-je répondu. Vous aviez une supposition. Claire a tendu un autre document à Moreau. Avis de litige déposé auprès du service de la publicité foncière de Paris à 8h17 aujourd'hui. Le transfert est légalement contesté. Moreau a parcouru la page, son expression passant de la confusion à l'alarme. La voix d'Isabelle est tombée dans quelque chose qui ressemblait à une supplication. Jean-Marc, s'il te plaît. Nous pouvons discuter de cela en privé. Nous en discutons en ce moment. Ses yeux ont fait un va-et-vient vers le jeune couple. Leur optimisme s'était évaporé, remplacé par un malaise visible. C'est un malentendu, a insisté Isabelle. Jean-Marc a été souffrant. Il ne comprend pas toujours. Attention, a dit Claire doucement. Isabelle s'est arrêtée. Le poids de ses mots s'est lourdement abattu dans l'air. Laurent a repoussé sa chaise en se levant brusquement. C'est ridicule. Nous avons investi du temps et des ressources dans cette transaction. Et vous avez failli investir dans une fraude bancaire, a répondu Claire d'un ton égal. Le mot est resté en suspens. Fraude ? Laurent a pâli. Le médecin s'est levé, la mâchoire serrée. Nous partons. Je suis vraiment désolé, ai-je dit sincèrement. Vous méritez mieux que cela. Ils sont sortis sans un mot de plus. La porte s'est refermée. Pendant un instant, seul le bourdonnement de la climatisation a rempli la pièce. Isabelle s'est tournée vers moi, les yeux foudroyants. Qu'est-ce que tu as fait ? A-t-elle chuchoté. Je t'avais dit de vérifier encore une fois. Sa contenance s'est effondrée. Tu as manigancé tout ça ? Non, ai-je dit calmement. C'est toi. Laurent a attrapé sa mallette. Nous devrions y aller. Il s'est dirigé vers la porte, mais l'officier Martin s'est avancé juste assez pour bloquer le passage. Pas encore, a dit Martin doucement. Laurent s'est figé. Claire a posé un dernier document sur la table. Une mise en demeure formelle pour manquement à l'obligation fiduciaire, a-t-elle annoncé. Et une requête en cours pour exploitation financière. Isabelle a fixé le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Tu portes plainte ? A-t-elle demandé. Cela dépend, ai-je répondu en me levant lentement. À quel point es-tu prête à être honnête ? Ses yeux se sont remplis non pas de chagrin, mais de peur. Pour la première fois de la matinée, elle réalisait quelque chose de crucial. Il ne s'agissait pas de la maison, et je n'étais pas celui qui était acculé. Alors que nous quittions la salle de conférence, mon téléphone a vibré à nouveau. 37 appels manqués. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Le mot sur le plan de travail avait été écrit en lettres capitales, mais les petits caractères m'appartenaient. À midi, la rumeur avait déjà commencé à se propager. Les ventes immobilières dans la haute bourgeoisie parisienne sont comme des théâtres silencieux. Les gens feignent la discrétion, mais tout le monde regarde les sorties. Laurent Mercier quittant le maire et associé encadré par 2 officiers en civil n'avait rien de subtil. Isabelle marchant 10 pas derrière lui, le visage pâle, des lunettes de soleil cachant le peu de contenance qui lui restait, l'était encore moins. Je ne les ai pas suivis. Je suis retourné au bureau de Claire. La scène à l'extérieur s'écoulait avec une indifférence constante. Les péniches avançaient. Le vent pressait contre les vitres. La ville se moquait bien des implosions privées. Claire a fermé la porte derrière nous. Elle va encore appeler, a-t-elle dit. Elle l'a déjà fait. Elle essaiera de faire passer ça pour de la confusion. Ce n'en est pas. Claire s'est appuyée contre son bureau. Jean-Marc, nous devons décider si cela devient une négociation ou une enquête pénale. J'ai retiré ma veste lentement et je me suis assis. Je veux d'abord y voir clair. Elle a hoché la tête. Alors finissons d'évaluer les dégâts. 1 heure plus tard, le tableau était complet. Il y a 6 mois,
Laurent Mercier a lancé un projet de réaménagement d'appartements de luxe à Levallois-Perret. Il a surestimé la demande, sous-estimé les frais de portage. Quand les préventes ont ralenti, il a obtenu un crédit relais privé à un taux d'intérêt impitoyable, 12%, court terme, avec un paiement in fine. Il a raté l'échéance in fine. C'est à ce moment-là que les dépenses d'Isabelle ont augmenté. Des virements bancaires, des achats de créateurs, un investissement de 48 000 € en conseil, des vols pour Marrakech. Il y a 3 semaines, j'ai engagé un expert comptable judiciaire. Non pas parce que je soupçonnais une liaison. Parce que je soupçonnais de la peur. Les liaisons sont émotionnelles. Le désespoir laisse des traces écrites. L'expert comptable a livré son rapport hier matin. Le matin même où Isabelle a déposé l'acte de cession. Laurent devait 527 000 € plus les pénalités. Le créancier était impatient et, par le biais d'une société holding structurée proprement et légalement, j'ai acquis cette dette avec une décote, ce qui signifiait que depuis hier après-midi, Laurent Mercier avait une dette envers moi. Claire a étudié à nouveau les documents d'acquisition. Vous avez racheté son passif avant qu'elle ne dépose l'acte. Oui. Donc, elle pensait que la vente de la maison le sauverait. Oui. Et maintenant la vente est morte. Oui. Claire a expiré lentement. C'est machiavélique. Ça devait l'être. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Isabelle. Je l'ai laissé sonner. Claire a croisé les bras. Allez-vous lui parler? Pas encore. Elle va débarquer ici. Je sais. Et c'est ce qu'elle a fait. À 13h37, la réceptionniste a appelé. Elle est là, a dit Claire en jetant un coup d'œil à son téléphone. Très insistante. Faites-la entrer. Isabelle est entrée comme quelqu'un qui n'avait pas dormi. Son chemisier en soie était froissé, son rouge à lèvres légèrement étalé. Elle a fermé la porte derrière elle avec plus de force que nécessaire. « Qu'est-ce que tu es en train de faire » a-t-elle exigé. Claire est restée assise. « Je vous suggère de baisser d'un ton » a dit Claire calmement. Isabelle l'a ignoré. « Tu m'as humilié » a-t-elle dit en se tournant vers moi. Devant les acheteurs, devant Laurent. Tu t'es humiliée toute seule. Ses mains tremblaient, pas de faiblesse, mais de fureur. C'était un malentendu, a-t-elle insisté. La SCI, je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Tu as été distant pendant des mois. Elle a explosé. Tu as arrêté de partager les décisions. Tu agis comme si je n'étais pas capable. Ce n'était pas une question de capacité. Elle s'est approchée. Alors c'était à propos de quoi? J'ai fait glisser un fin dossier sur le bureau vers elle. Elle l'a ouvert. La couleur a déserté son visage pour la 2e fois ce jour-là. Qu'est-ce que c'est? Ta solution? Ai-je dit doucement. À l'intérieur se trouvaient des copies de l'accord de prêt de Laurent, de la cession de créances et d'une mise en demeure. Tu as racheté ça, a-t-elle chuchoté. Oui. Elle a feuilleté les pages, sa respiration s'accélérant. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Ses yeux ont fusé vers Claire. C'est de la coercition. Non, a dit Claire calmement. C'est une acquisition d'actifs. Isabelle s'est tournée vers moi, quelque chose de fragile se brisant sous sa colère. Tu m'espionnais. Je vérifiais. Tu ne me fais pas confiance. C'est exact. Le mot a frappé fort. Elle a dégluti. Tu penses que c'est une histoire d'argent? A-t-elle dit, la voix baissant. Tu penses que je risquerais tout pour de l'argent? Non, ai-je répondu. Tu as tout risqué parce que tu avais peur de le perdre. Ses yeux ont vacillé. Il y a plus, ai-je continué. J'ai appuyé sur un bouton du haut-parleur sur le bureau de Claire. Un enregistrement a commencé à jouer. La voix d'Isabelle. La voix de Laurent, Claire. Il n'en a plus pour longtemps, disait Laurent d'un ton léger. Isabelle a ri nerveusement. Il ne va pas mourir. Pas aujourd'hui, a répondu Laurent. Mais tu as dit que le médecin avait parlé de dommages vasculaires. Il y a eu une pause. J'ai juste besoin que la maison soit vendue, a dit Isabelle. Une fois qu'on a signé, on est tiré d'affaire.
L'enregistrement s'est arrêté. Le silence a rempli la pièce comme une eau montante. Isabelle a fixé le haut-parleur comme s'il l'avait trahi. Tu m'as enregistré? Non, ai-je dit calmement. Tu as laissé ton téléphone connecté au système Bluetooth de la voiture. Elle a pressé ses paumes contre ses tempes. Tu as déformé ça, a-t-elle chuchoté. Non, j'ai écouté. Des larmes ont fini par se former, mais elles n'étaient pas pour moi. Ils allaient le ruiner, a-t-elle dit, la voix brisée. Le créancier menaçait d'aller en justice. J'essayais de l'aider. Tu essayais de sauver quelqu'un qui aurait dû échouer tout seul. Ses épaules se sont affaissées. J'avais peur, a-t-elle admis. De quoi? De me retrouver seul. La confession s'est attardée entre nous pendant un instant. 17 ans de mariage planaient dans l'air. Puis elle s'est redressée légèrement. Que veux-tu? A-t-elle demandé. Je veux que le contrôle soit rétabli. Tu l'as déjà. Non, ai-je dit. Je veux que tu le reconnaisses. Son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux. Laurent. Elle n'a pas répondu. Mon avocate dépose une requête cet après-midi, a dit Claire. Exploitation financière, abus de procuration et gel des avoirs dans l'attente d'un examen. La tête d'Isabelle s'est relevée brusquement. Tu gèles mes comptes. Les comptes joints, ai-je corrigé, jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Tu es en train de me détruire. Non, ai-je dit doucement. Je te contiens. Elle a reculé comme si le mot pesait lourd. Combien de fois as-tu appelé? A-t-elle demandé soudainement. 37. Elle a eu un petit rire creux. Et tu n'as pas répondu. Je lisais. Elle a regardé le mot toujours plié dans sa main. Le verso. Vérifie encore une fois. Elle comprenait maintenant. La maison, la dette, l'enregistrement. Chaque mouvement qu'elle avait fait avait déjà été anticipé. Tu avais planifié ça, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu. Je m'y suis préparé. Son téléphone a vibré à nouveau. Elle s'est tournée vers la porte, plus lentement cette fois. Sur le seuil, elle s'est arrêtée. Tu n'es pas l'homme que je croyais. Non, ai-je dit doucement. Je suis exactement celui que j'ai toujours été. La porte s'est refermée. Claire m'a regardé attentivement. À partir d'ici, ça va s'intensifier, a-t-elle dit. Je sais. Mon téléphone est resté face contre le bureau. Il n'a pas vibré à nouveau. Pas encore. 2 jours plus tard, Isabelle a demandé une discussion privée. Pas à la maison, pas à notre country club, pas au bord du lac. Au bureau de Claire, en terrain neutre, ce qui signifiait qu'elle avait enfin compris la topographie des lieux. Je suis arrivé en avance. Je le fais toujours. Je préfère les pièces avant qu'elles ne soient occupées, avant que l'air ne soit perturbé par l'émotion. Claire avait préparé un espace de conférence épuré cette fois. Pas de marbre, pas de vue panoramique, juste une table rectangulaire en chêne, une carafe d'eau, 3 bloc-notes juridiques. Simple, délibéré. À 15h02, Isabelle est entrée. Pas de chemisier en soie aujourd'hui, pas d'armure de créateur. Elle portait un pull beige et un maquillage minimaliste. Sa posture était différente, pas vaincue, mais recalibrée. Elle a fermé la porte doucement derrière elle. Jean-Marc, a-t-elle dit. Isabelle. Claire a hoché la tête mais est restée silencieuse. Isabelle s'est assise en face de moi, croisant les mains prudemment comme si tout mouvement brusque risquait de briser quelque chose d'invisible. Je veux parler sans théâtralité, a-t-elle commencé. Ce n'est pas du théâtre. Elle a inspiré lentement. Tu as gelé nos comptes joints. Oui. Tu as racheté la dette de Laurent. Oui. Tu as notifié la conservation des hypothèques. Oui. Et tu te prépares à déposer des accusations au pénal. Je prépare des options. Sa mâchoire s'est contractée. C'est disproportionné. Non, ai-je dit d'un ton égal. C'est de la contention. Encore ce mot? Elle a tressailli. Jean-Marc, écoute-moi, a-t-elle dit en se penchant légèrement en avant. J'ai paniqué. Après ton AVC,
Les médecins n'étaient pas optimistes. Ils étaient prudents. Tu oubliais des conversations entières. Tu as laissé le gaz allumé 2 fois. Tu as raté ton propre rendez-vous de suivi. J'ai corrigé ces schémas. Mais je ne savais pas si tu y arriverais, a-t-elle insisté. Je ne savais pas combien de temps j'allais me retrouver seul. Alors, tu as trouvé quelqu'un. Elle a hésité. Ce n'était pas comme ça. Alors explique-le. Silence. Claire a fait glisser un bloc-notes vers elle. Parlez clairement, a dit Claire. Pour le procès-verbal. Isabelle l'a regardé avec acuité. Vous m'enregistrez. Non, a répondu Claire calmement. Mais la clarté est utile. Isabelle a expiré. J'ai rencontré Laurent au club. Il était charmant, confiant. Il m'a fait me sentir visible. J'ai laissé les mots s'installer. Après ton AVC, a-t-elle continué, tout semblait fragile. Tu t'es renfermé sur toi-même. Tu as arrêté de parler de l'avenir. Tu as déplacé des actifs sans me le dire. J'ai restructuré la SCI. Exactement, a-t-elle dit, sans me le dire. La SCI a été créée avant toi. Ce n'est pas la question, s'est-elle emportée, puis elle s'est adoucie. La question est que je me sentais exclu, comme si j'attendais l'inévitable. L'inévitable. Ma mort? La pièce est devenue silencieuse. J'ai étudié son visage. C'était là. La peur, à vif et mal déguisée. Tu as vendu la maison, ai-je dit lentement, pour prévenir la solitude. J'ai vendu la maison pour m'assurer une stabilité. Pour qui? Elle n'a pas répondu. Claire est intervenue doucement. Madame Henderson, étiez-vous consciente que la procuration ne s'étend pas aux biens détenus par la SCI? Oui, a dit Isabelle doucement. En étiez-vous consciente au moment du dépôt de l'acte? Un long silence. Non. Et si la vente avait abouti, j'ai cru que... Sa voix s'est brisée. J'ai cru que Jean-Marc ne la contesterait pas. Pourquoi, ai-je demandé. Elle m'a regardé directement. Parce que tu ne te bats pas. Cela m'a presque fait sourire. Je me bats en silence, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Le créancier de Laurent menaçait de le poursuivre, a-t-elle admis. Il a dit qu'une fois la maison vendue, tout repartirait à zéro. Et tu l'as cru? J'ai cru que j'avais besoin d'une porte de sortie. Pour sortir de quoi? De l'attente. Le mot a résonné. L'attente de mon déclin. L'attente du deuil. L'attente de la vulnérabilité financière. Tu ne voulais pas d'un mari, ai-je dit calmement. Tu voulais une assurance. Ce n'est pas juste. C'est exact. Son sang-froid a commencé à se fissurer. Tu m'échappais, a-t-elle chuchoté. Tu as arrêté de me toucher. Tu as arrêté de rire. J'étais en convalescence. Tu te retirais. L'accusation a pesé plus lourd que la trahison financière. La convalescence n'est pas glamour. Elle est lente, embarrassante, humiliante. Je ne me suis pas retiré, ai-je dit doucement. Je me suis recalibré. Elle a secoué la tête. Tu m'as mise à l'écart. Et tu m'as remplacé. Le silence était étouffant maintenant. Claire a finalement pris la parole. Madame Henderson, niez-vous avoir discuté de l'espérance de vie de Monsieur Henderson en relation avec une planification financière? Le visage d'Isabelle a de nouveau pâli. Vous avez entendu cet enregistrement? A-t-elle dit. Oui. Elle a fermé les yeux un instant. Je vidais mon sac. Tu élaborais une stratégie, ai-je corrigé. Sa voix s'est légèrement élevée. Tu ne peux pas brandir une seule conversation au-dessus de ma tête et démanteler ma vie. Ce n'est pas une seule conversation. J'ai fait glisser un autre dossier vers elle. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des confirmations de virement, une demande de changement de bénéficiaire sur mon assurance vie, déposée mais non finalisée. Ses doigts ont tremblé. Je n'ai pas soumis ça. Tu l'as initié. Ça n'a pas été traité parce que je l'ai annulé. Les larmes ont finalement coulé sur ses joues. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais tu étais prête à me risquer.
Sa respiration est devenue irrégulière. Laurent disait que tu ne vivrais pas une décennie de plus de toute façon, a-t-elle chuchoté. Et tu étais d'accord? Non, a-t-elle dit rapidement. Je ne l'étais pas. Tu as ri. Elle a couvert sa bouche avec sa main. La pièce a retenu son souffle. J'avais peur, a-t-elle répété. La peur explique, ai-je dit doucement. Elle n'excuse pas. Claire s'est adossée. Voici les conditions, a-t-elle dit. Isabelle a levé les yeux lentement. Pas de plainte au pénal si une coopération totale est fournie, a continué Claire. Procédure de divorce par consentement mutuel. Divulgation complète de l'implication financière avec Monsieur Mercier. Et reconnaissance écrite de l'utilisation abusive de la procuration. Isabelle a fixé le papier. Claire s'est avancée. Ça me ruine socialement, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit doucement. Ce sont tes actions qui l'ont fait. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Tu n'es pas en colère, a-t-elle dit. Je l'étais, ai-je répondu, hier. Et aujourd'hui, je suis lucide. Son téléphone a vibré sur la table. Laurent. Elle l'a posé face contre table. Combien de fois ai-je appelé? A-t-elle redemandé, presque pour elle-même. 37. Elle a laissé échapper un rire brisé. Et tu n'as pas répondu. J'écoutais. Quoi? Qui tu es quand tu penses que je ne regarde pas? La finalité dans ma voix semblait avoir réglé la question. Isabelle a pris le stylo. Sa main a plané pendant un long moment, puis elle a signé. Claire a rassemblé les documents. Cela devient officiel demain, a-t-elle dit. Isabelle s'est levée lentement. À la porte, elle a fait une pause. Je n'aurais jamais pensé que tu sois capable de ça. Je ne l'aurais jamais pensé de toi non plus, ai-je répondu. Elle est partie sans un mot de plus. Quand la porte s'est fermée, Claire m'a regardé attentivement. Vous êtes sûr de ça? Oui. À l'extérieur, le soleil de fin d'après-midi déclinait déjà. Mon téléphone a vibré une fois. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. L'audience était prévue à 9 h un mardi gris qui paraissait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Pas au tribunal pénal. Au civil, ordonné, contrôlé, mais pas moins dévastateur. Le tribunal judiciaire de Paris ne ressemble pas à la télévision. Il n'y a pas de projecteur dramatique, pas de voix qui s'élève, juste un éclairage au néon, des bancs en bois polis par des décennies de mains anxieuses et le bourdonnement silencieux de vie en train d'être recalculé. Je suis arrivé seul. Claire m'a retrouvé à l'intérieur, dossier en main, posé comme toujours. Prêt? A-t-elle demandé. Oui. Isabelle était assise de l'autre côté de la salle. Elle paraissait plus petite aujourd'hui. Pas physiquement, mais socialement. Deux femmes du club étaient assises 3 rangées derrière elle, pas à côté d'elle, derrière, observant. Laurent était assis à l'extrémité, la mâchoire serrée, la posture rigide. Son avocat, un homme mince avec une montre hors de prix, feuilletait des documents avec une irritation visible. Quand le juge est entré, la salle s'est levée. Le juge Delcourt approchait de la 70 scène, calme, direct, le genre d'homme qui avait vu toutes les versions de la tromperie et ne réagissait plus émotionnellement à aucune d'entre elles. Nous avons été appelés à la barre. Claire a parlé en premier. Votre honneur, il s'agit d'une requête en jugement déclaratoire concernant l'utilisation abusive d'une procuration générale, la tentative de transfert de biens appartenant à une société civile immobilière et l'exploitation financière qui y est associée. Le juge a regardé Isabelle par-dessus ses lunettes. Madame Henderson, contestez-vous la structure de la SCI? Non, votre honneur, a-t-elle dit doucement. Contestez-vous avoir déposé l'acte de cession? Non. Étiez-vous consciente que la propriété n'était pas détenue au nom personnel de votre mari? Une pause. Non. Le juge Delcourt a hoché la tête une fois. Une procuration accorde une autorité dans le cadre légal des actifs du mandant, a-t-il dit d'un ton égal. Elle ne supplante pas la propriété d'une société civile. Claire a remis les copies certifiées. Le juge les a parcourues. Et la cession de créances? A-t-il demandé. Claire a fait un geste vers Laurent.
Monsieur Mercier a contracté un crédit relais privé. Monsieur Henderson a légalement acquis le titre de créance en cours. Laurent a bougé sur son siège. Le juge Delcourt s'est tourné vers lui. Monsieur Mercier, étiez-vous conscient que Madame Henderson avait l'intention d'utiliser le produit de cette vente pour satisfaire votre obligation? Laurent a hésité. Oui. Et avez-vous vérifié la propriété du bien? Son avocat est intervenu. Votre honneur. Répondez à la question, a dit le juge calmement. Non, a admis Laurent. Le silence qui a suivi était chirurgical. Le juge Delcourt s'est adossé. Ce tribunal juge la tentative de transfert invalide. La propriété reste acquise à la SCI familiale. Il s'est tourné vers Isabelle. Quant à l'utilisation abusive de la procuration, bien que l'ignorance puisse atténuer l'intention, elle n'efface pas les conséquences. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Claire a continué. Votre honneur, nous demandons une surveillance financière temporaire et la divulgation complète des transactions initiées sous l'autorité de la procuration. Accordé, le marteau a frappé légèrement. L'avocat de Laurent s'est levé. Nous nous opposons à ce que l'acquisition de la dette soit utilisée comme une arme. Le juge l'a regardé avec une légère impatience. L'acquisition de dette n'est pas une arme. C'est le capitalisme. Un murmure d'amusement contenu a parcouru la salle. Le visage de Laurent a rougi. Le prêteur a cédé la créance légalement, a continué le juge. Monsieur Mercier reste personnellement responsable. Laurent a dégluti difficilement. Le juge Delcourt a fermé le dossier. Ce tribunal encourage une résolution sans litige supplémentaire, mais soyons clairs. Les structures de type SCI existent pour protéger. Les tentatives de les contourner invitent à un examen minutieux. Il s'est levé. L'audience était terminée. Pas de cris, pas de théâtralité, juste une clarté irréversible. À l'extérieur de la salle d'audience, les chuchotements ont commencé immédiatement. Une des femmes du club s'est approchée prudemment d'Isabelle. « Je ne savais pas », a-t-elle murmuré. Isabelle n'a pas répondu. Laurent s'est dirigé rapidement vers la sortie, évitant tout contact visuel avec quiconque. Je suis resté immobile. Claire a touché mon bras légèrement. Vous en avez fini ici. Oui. Isabelle s'est dirigée vers moi lentement. Ses yeux étaient rouges mais secs. Tu as gagné, a-t-elle dit. Je n'ai pas concouru. Elle a laissé échapper une respiration courte. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Je ne l'aurais jamais pensé de toi. Un vague sourire amer a effleuré ses lèvres. Ils en parlent tous, a-t-elle dit doucement, en jetant un coup d'œil autour du couloir. Ça passera. Et Laurent, il doit ce pourquoi il a signé. Elle m'a étudié pendant un long moment. Tu aurais pu le détruire. Je ne l'ai pas fait. Tu pourrais encore porter plainte. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que la destruction est bruyante. Et j'en avais fini avec le bruit. Je n'ai pas besoin de punition, ai-je dit. J'ai besoin de séparation. Elle a hoché la tête lentement. Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? La question n'était pas rhétorique. Elle sonnait creux. C'est ta responsabilité. Elle avait l'air de vouloir argumenter. Au lieu de cela, elle a chuchoté, j'avais peur. Je sais. Et maintenant tu dois rendre des comptes. Son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux. 3 appels manqués. Pas de moi. De Laurent, elle l'a mis sous silence. Je ne te croyais pas capable de cruauté stratégique, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas de la cruauté, ai-je répondu. Ce sont des limites. Elle a hoché la tête une fois. Puis elle s'est éloignée. Claire m'a rejoint près des marches du palais de justice. L'ordonnance de protection tiendra, a-t-elle dit. Examen financier dans 30 jours. La procédure de divorce peut avancer proprement. Bien. Elle a étudié mon visage. Vous ressentez quelque chose? Oui, ai-je répondu. Du soulagement. Pas du triomphe. Pas de la vengeance. Du soulagement. Le genre qui s'installe dans la poitrine comme un air tiède après un long hiver. Alors que nous rejoignions la voiture,
mon téléphone a vibré à nouveau. Je l'ai vérifié. 37 appels manqués. Tous de la première nuit. Elle avait arrêté d'appeler après l'audience. Le silence maintenant. Le vrai silence. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. La maison était toujours debout. La SCI restait intacte. La dette avait été reconnue et l'illusion avait disparu. Pour la première fois depuis des mois, les battements de mon cœur étaient réguliers. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'avais plus à me défendre. 3 mois plus tard, j'ai emménagé dans un appartement avec vue sur la Seine dans le 15e arrondissement. Plus petit que la maison de l'allée des Peupliers, plus épuré, intentionnel. Des baies vitrées du sol au plafond faisaient face à l'eau. Le matin, le fleuve ressemblait à de l'acier brossé. L'après-midi, il devenait agité et bleu. J'ai gardé un mobilier minimaliste. Un fauteuil en cuir près de la vitre, un bureau en noyer, 2 photographies encadrées, l'une de mon père dans son uniforme de la Marine nationale, l'autre de moi à 35 ans posant la première pierre de mon premier projet immobilier. Aucune photo de mariage, pas par colère, par clarté. Le divorce a été prononcé sans théâtralité. Isabelle a tout signé comme convenu. Pas de contestation, pas d'appel, une divulgation financière totale. Elle a conservé ce qui lui revenait légalement, rien de plus. Laurent a déclaré une restructuration judiciaire en quelques semaines. Je n'ai pas exigé le remboursement anticipé de sa dette. Je ne l'ai pas harcelé. J'ai laissé le contrat s'exécuter exactement tel qu'il avait été rédigé. C'était une conséquence suffisante. Un dimanche soir tranquille du mois de mars, alors que la pluie fondait sur les quais, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message vocal. Isabelle. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant d'appuyer sur lecture. Jean-Marc, a commencé sa voix, plus douce que dans mes souvenirs. Je sais que je ne devrais pas appeler. Je voulais juste dire que je suis désolé. Le mot s'est attardé. Je ne pensais pas clairement. J'avais peur. Laurent est parti pour Marrakech. Le projet s'est effondré. J'ai tout mal jugé. J'ai écouté sans bouger. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je ne pensais pas que tu riposterais. C'était encore là. Riposter. Je pensais que tu laisserais simplement faire. Silence de son côté, une respiration. Je ne réalisais pas que tu te protégeais, a-t-elle continué. Je pensais que tu te retirais. J'ai mis le message en pause. La pièce était silencieuse à l'exception du rythme léger des péniches fendant l'eau. J'ai marché jusqu'au bureau et j'ai ouvert le tiroir du haut. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait le mot original. Le papier s'était assoupli au niveau des plis, mais l'encre était toujours bien marquée. J'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Je l'ai retourné. 3 mots. Vérifie encore une fois. Rien de dramatique, rien de poétique, juste précis. J'ai relancé le message vocal. Je n'attends rien, a-t-elle dit. J'avais juste besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Le message s'est terminé. Pas de larmes, pas de supplications, juste de l'épuisement. Je n'ai pas rappelé. Non pas parce que je la détestais, mais parce que le chapitre était déjà clos. À notre âge, l'amour sans respect est un passif. La peur déguisée en affection devient de la manipulation. Et le silence, lorsqu'il est choisi intentionnellement, n'est pas une faiblesse. C'est de la souveraineté. Le fleuve s'est assombri alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Des lumières ont clignoté le long de la rive. De petites constellations d'autres vies se déroulant en parallèle. Je me suis préparé un thé et me suis assis dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre. 17 ans ne s'effacent pas dans un tribunal. Ça s'estompe par petites touches. Dans la façon dont on arrête de se servir une deuxième tasse. Dans la façon dont la maison ne résonne plus. Dans la façon dont le téléphone ne vibre plus à minuit. La convalescence m'a appris quelque chose que je ne savais pas à 40 ans. La force n'est pas bruyante. Elle est structurée. C'est de la paperasse déposée à temps. C'est savoir où l'acte de propriété est enregistré. C'est comprendre ce que l'on signe. C'est choisir d'imposer des limites avant que le ressentiment ne prenne racine.
Ma santé s'est améliorée. Le cardiologue a ajusté mes médicaments. Le tremblement a disparu. Mon élocution est redevenue vive. J'ai repris une légère activité de conseil, non pas parce que j'avais besoin de revenus, mais parce que j'appréciais la lucidité de cet exercice. Mes amis ont demandé ce qui s'était passé. Je n'ai jamais offert de détails. J'ai simplement dit que nous n'étions plus sur la même longueur d'onde, ce qui était vrai. Un après-midi, des semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message, non pas d'Isabelle, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Laurent. Monsieur Henderson, disait le texto, j'ai restructuré le projet. Je serai à jour sur mon échéance le trimestre prochain. Je l'ai fixé brièvement, puis j'ai tapé une seule phrase en réponse. Honorez vos engagements, pas de menaces, pas de sarcasme, juste des attentes. Il a répondu par un c'est compris. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai posé face contre la table. L'air à l'intérieur de l'appartement paraissait différent de celui d'il y a quelques mois dans cette cuisine en marbre. Moins ornemental, plus réel. Parfois, dans les moments de calme avant le sommeil, je repasse l'image de ce premier après-midi, la lumière rouge sur le clavier, le vent balayant l'allée, la silhouette d'Isabelle en haut des escaliers. Je ne ressens pas de colère. Je ressens de la gratitude, car ce mot a forcé la clarté, a forcé la préparation à faire surface, m'a forcé à arrêter de présumer d'un partenariat là où l'alignement n'existait plus. On peut aimer quelqu'un profondément et se protéger quand même. On peut pardonner sans retourner dans le feu. On peut partir sans claquer la porte. Et si vous avez un jour été sous-estimé, si quelqu'un a supposé que vous vous coucheriez en silence, que vous vous dissoudriez poliment ou que vous disparaîtriez de façon arrangeante, j'espère que vous vous souviendrez d'une chose simple. Lisez les petits caractères, protégez votre nom, et si quelqu'un vous dit que la maison est vendue, vérifiez encore une fois.